Et je remarque à quel point c'est une absolue catastrophe au point de vue linguistique que l'allemand ait perdu sa source, je dis bien exprès sa source yiddish, car le berlinois est plein de mots que peu importe. Mais la grande catastrophe européenne, c'est la disparition du yiddish en Europe. C'est ce que le film a montré. Ça, c'est très curieux, c'est la première fois que j'ai ressenti ça à ce point, car l'allemand et le yiddish, c'est la même langue. Alors, pourquoi est-ce que l'Allemagne a voulu s'expulser elle-même pour le grand malheur de l'Europe? Voilà. Mais quant au problème de traduction, ce qui, moi, m'émerveille, c'est que la traduction, c'est ce qui est l'histoire des 70, c'est que le texte originel reste insaisissable et que toute traduction est toujours à recommencer. Il n'y a rien de plus étonnant que ça. L'humanité, c'est ça. C'est ce qui est toujours en mouvement. C'est la durée de Bergson, au fond. Ça n'a pas de fin, heureusement. Le jour où il y a une traduction définitive, nous sommes tous morts. Ce qui nous fait vivre, c'est la nécessité de recommencer les traductions sans cesse. La traduction, par définition, ça au point de vue psychanalytique, c'est très intéressant, est toujours en retard sur le texte originel, qui lui-même est en retard sur ce qu'il a fait naître. Et ce qui me passionne dans la traduction, personnellement, j'ai beaucoup traduit, c'est la constance de mes échecs. Il n'y a rien de plus intéressant que tout traducteur rate, heureusement pour lui. Et c'est comme ça que d'autres, après lui, peuvent recommencer. Ce qui sauve les traductions, c'est les traductions qu'il faut refaire. Et ça, je trouve ça merveilleux. Les éditeurs ont le droit, après 50 ans après la mort, non pas de l'auteur, les auteurs restent propriétaires. Non, avant, le traducteur on peut lui demander de refaire sa traduction ou refaire la traduction du traducteur. Ce que je retrouve tout à fait normal. Le traducteur n'est qu'un intermédiaire, il est un créateur là où il disparaît complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la disparition absolue du traducteur. Ça ne veut rien dire, mais ça veut tout dire. C'est-à-dire toute opinion personnelle. Justement, tout ce qui m'a très intéressé, les références multiples que certains traducteurs évoquent. Oui, mais tout ça doit disparaître au moment de la traduction, où il n'y a plus rien que quelque chose que le traducteur essaye de repérer. Qu'est-ce qui se passe entre la langue originelle et la langue d'arrivée? Voilà. Je voudrais bien savoir, ça fait 70 ans que je m'interroge, je n'ai toujours pas compris. Vous avez raison, je ne connais pas, plus je vieillis, plus je trouve l'allemand et le français absolument irréductibles l'un à l'autre. Et pourtant, il n'y a pas plus voisin que ces deux langues-là. C'est un autre monde sur tous les plans, sur le plan sensoriel, sur le plan de la respiration. On ne respire pas en français comme en allemand. Tout est différent. Mais il n'y a pas une ressemblance. Et pourtant, ces deux langues disent exactement la même chose. C'est ça qui est intéressant. Ça, je voudrais bien... j'ai essayé d'écrire un peu là-dessus, mais c'est inépuisable. Ça aussi, heureusement. La graphie, il se trouve que, pour moi, c'est très compliqué parce que ma langue, c'est le français. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 Français qui ont risqué leur peau pour un petit merdeux qui pissait au lit à 16 ans. Ça, quoi que vous fassiez, le fait qu'une langue soit une langue de votre salut fait que cette langue occupe dans votre univers mental une autre place qu'une autre langue que vous puissiez apprendre. Et l'allemand est malheureusement cette langue de ma naissance, cette langue que j'ai adorée, dans laquelle j'ai appris la Lorelei avec en dessous poète inconnu, puisque vous avez Heinrich Heine, qui était juif, et en dessous, dans mon livre d'école, dans mon école communale des environs de Hambourg, il y avait marqué en dessous Dichter unbekannt, poète inconnu. Cette langue m'a expulsé. Donc ma relation avec cette langue est une relation passionnée, j'écris en allemand, passionnée, difficile. Hein, alors que ma relation avec le français est une relation aisée et facile. L'allemand j'écris de plus en plus souvent en allemand, les deux langues
se combattent. L'une est la langue de la condamnation, si vous voulez brutalement, l'une est la langue de la condamnation et l'autre, la langue du salut. Voilà. La traduction, elle survit en restant. J'en parle beaucoup avec mon ami que j'admire infiniment, Jean-Pierre Lefebvre, hein, qui est le grand traducteur, notamment de Célan. Et tout ce qu'on peut, de toute éternité presque, tirer d'un seul poème de Célan, c'est inépuisable. C'est ça qui est. Toute traduction appelle un avenir. S'il y avait une traduction ultime, encore une fois, nous serions perdus. Le bonheur de la traduction, c'est ça, cette espèce de... Un exemple. J'en parlais l'autre jour avec ma femme, ici présente. Il y a les Maigret joués par Bruno Kremer. Il n'y a rien de plus français que les Siménon. Eh bien, ça, les films ont été, pour des raisons d'économie, en Tchéquie. C'est intolérable. C'est absolument monstrueux de voir cette chose éminemment française dans un paysage qui n'est pas fait pour ça. D'où l'importance des paysages intercalaires. S'il y a contradiction entre le texte et le paysage, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et comme nous ne pouvons jamais rattraper ça, il faudra toujours quelqu'un qui retourne, disons, à la version originelle, s'il le peut. Donc, il y a toujours un avenir pour la traduction. La traduction, ça sert à ça. C'est comme la psychanalyse, ça ne s'arrête pas. Je ne connais rien en psychanalyse, mais il me semble qu'il y a d'évidents rapports entre traduction et psychanalyse, qui tous les deux d'ailleurs arrivent en retard, arrivent après. Et c'est ça qui est intéressant. Un bel exemple, c'est une traduction de Supervielle, un poème, bon, ce qu'il est. Je ne suis pas très féru en poésie. Je m'en occupe rarement. Bon, peu importe. C'est formidable. La traduction de Célan est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Mais ça ne change rien au problème de la traduction. Les traductions de Baudelaire, d'Edgar Poe, les traductions de Baudelaire sont des chefs-d'œuvre. Mais ça n'a rien à voir avec le problème tel qu'il se pose. Est-ce qu'on peut, alors vous avez raison, est-ce qu'il faut garder comme modèle et ne pas retraduire, c'est l'histoire de la traduction des méditations de Descartes par le duc de Luynes, et après, aujourd'hui, par une jeune philosophe dont le nom m'échappe, est-ce qu'il faut retraduire une traduction déjà parfaite, hein? Ça, c'est une nouvelle question, mais c'est aussi une question de traduction. Hein? Mais je comprends très bien ce que vous voulez dire, les traductions sont des chefs-d'œuvre. Mais alors ça n'a plus rien à voir peut-être avec la traduction. C'est la traduction, paraît-il, très contestable, mais absolument admirable, fondatrice de la Bible par Luther, qui est la langue allemande, qui n'existerait pas sans ça. Et aujourd'hui, on trouve dans les hôtels en Allemagne une nouvelle traduction, qui est une véritable infamie, qui est une langue plate, imbécile, insignifiante, je dirais même antisémite dans son essence, une langue ignoble. Hein. Et Luther aussi, s'il connaissait pas mal dans ce domaine. Mais il a fondé la langue, cette langue est admirable, et ce chef-d'œuvre est en voie de disparition. Hélas, vous avez tout à fait raison. Moi, mon idéal de traduction, et j'y suis parfois arrivé, puisque l'auteur que j'ai eu la chance de longtemps traduire, Handke, m'a dit qu'il aime autant lire ça ou même mieux lire mes traductions en français, parce qu'il trouve ça plus proche de lui qu'en allemand. Ce qui est un joli compliment. Mais plus vous approchez du texte, ça c'est très intéressant, plus vous astreignez à ce qu'on peut à retraduire votre texte dans la langue originelle et la retrouver, plus en effet vous vous approchez malgré vous de l'interprétation. Si vous me permettez de manière immodeste, je vais vous donner un exemple. À mon insu et à son insu, nous avons en même temps, Bernard Lortolari et moi, retraduit exactement au même moment le procès de Kafka. Et nos deux traductions, nous le prétendons l'un et l'autre, je crois que chacun de nous a fait une faute, a fait un faux sens, paraît-il. Pas le même. Mais elles sont absolument exactes l'une et l'autre, et on peut retraduire le texte allemand d'après elles. Elles sont pourtant essentiellement différentes, fondamentalement différentes. Et ça, c'est très intéressant. La sienne est une admirable traduction française,
La mienne est un peu plus rugueuse, plus... Et vous avez tout à fait raison. Mais c'est pour ça que c'est si intéressant et inépuisable. Et si vous permettez brièvement un exemple célèbre, je reviens toujours à cet exemple, c'est le neveu de Diderot, qu'on a perdu. On n'avait que la traduction de Goethe. Et quand on a retrouvé en 1920 le manuscrit par hasard de Diderot, on l'a aussitôt édité, et on s'était aperçu que Goethe, grand courtisan, ministre, etc., qui n'a pas fait de faute de traduction, sauf qu'il a arrangé les grossièretés un petit peu atténuées. Mais la modestie de ce type par rapport au texte, c'est ça qui est important. Le traducteur doit disparaître. Peut-être le sommet de l'interprétation, c'est la disparition du traducteur. Et moi, mon rêve de la traduction, c'est ça. Qu'on ne te voit plus. Mais heureusement, il y a grâce à l'intervention de l'ATLF, il y a un certain nombre d'années, maintenant on est obligé en France de mettre en première page le nom du traducteur, qui pourtant doit disparaître. Écrire, c'est traduire. D'une langue on en revient à la psychanalyse, une langue qui est sans parole, une langue d'avant, une langue qui n'a pas trouvé le moyen de s'exprimer. Alors elle se traduit dans la langue maternelle, mais au fond c'est de la blague, c'est autre chose qui se passe. Et la traduction, le traducteur a cette chance, surtout moi j'ai eu cette chance extraordinaire, de traduire les textes que j'aurais bien voulu écrire. Les premiers textes de Han, ce sont mes textes à moi. Il est écrit avant moi, tant mieux pour moi, il ne reste plus qu'à les traduire. Mais absolument, la traduction, ça vous apprend à écrire vous-même. J'ai écrit avant, mais mon écriture a complètement changé depuis que j'ai traduit, bien entendu. Oui, j'ai remarqué, mais il y a tellement de belles choses dans ce film qu'on avait envie chaque fois d'appuyer sur la pédale, arrêter, et pour avoir le plaisir de réentendre la chose. C'est un film extraordinairement riche, et je répète, l'intervention du paysage, c'est très troublant, et surtout que cette identité des paysages, toujours bâtis sur le même rythme, est tout à fait différente. J'ai jamais mis les pieds à Jérusalem, j'ai reconnu aussitôt, ça c'est tout à fait étrange. Paris, bien entendu. Ici, la ville, une autre ville, je ne sais plus laquelle, j'ai reconnu sans jamais y avoir été. Ça, c'est tout à fait étrange. C'était également, je crois que, madame, vous n'avez pas pris ces paysages au hasard, parce que ça a un rapport intime avec la traduction. Ce qui m'a frappé, c'est cette Allemande. On voit que ça la concerne au premier chef. D'ailleurs, elle dit des choses. Tout le monde dit des choses très belles, mais elle, ça va. Je vais revenir brièvement là-dessus. C'est vraiment. Depuis le début, moi, j'entendais dans les bouts de Chaumont, en passant, j'entendais de parler yiddish. Moi, je suis dans une famille où le yiddish était absolument condamné. C'était la langue des mendiants. C'était l'horreur absolue. Et une tradition familiale depuis 200 ans, jamais personne, c'est l'horreur absolue, ce qui prouve à quel point l'intégration à l'Allemagne était grande. Mais le malheur irréparable de la perte du yiddish dans le centre de l'Europe, c'est de l'allemand. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est absolument monstrueux. Et plus je vais m'intéresser de plus en plus au yiddish parce que c'est le malheur de l'Allemagne, du monde, d'avoir perdu cette langue du centre de l'Europe. Je ne comprends pas. Un grand écrivain méconnu, un ami de Gilles qui s'appelle Pierre Herbart. J'ai traduit de lui un livre admirable qui s'appelle Alcyon, et un deuxième qui s'appelle L'âge d'or, mais que mon éditeur a perdu. Il faut que alors un autre éditeur va le reprendre. Oui, je traduis aussi dans ce sens-là. Et je dois avouer que c'est curieusement, et en plus je me traduis moi-même. Mais ça, c'est un autre problème. Il y a un livre de moi que j'ai traduit très fidèlement. Celui qui va apparaître l'année prochaine, c'est moins fidèle. Mais, comment vous dire, c'est plus facile de traduire du français en allemand que l'inverse. Il y a un bel exemple, c'est la traduction de Proust par Madame Eva Reichel-Mertens, qui est un chef-d'œuvre absolu. C'est merveilleux. Mais comme c'est merveilleux, alors ça répond à ce que vous dites, monsieur, comme c'est formidable, on est en train de retraduire Proust. C'est beaucoup moins, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus savant, c'est plus renseigné, et c'est moins spontané.
il paraît que c'est la même chose. Alors moi, je suis absolument incapable de vous en dire un mot, de la nouvelle traduction de Ulysse de Joyce. Il paraît que c'est extraordinairement bien fait, savant, mais bon, je me tais parce que l'anglais, hélas pour moi, je sais comment ça se lit, c'est tout. Oui, mais c'est très intéressant de traduire dans l'autre sens. Quand on peut, on devrait traduire dans les deux sens. Quand on a le temps et la possibilité de le faire. Oui, ça c'est très enrichissant aussi. L'allemand a un gros ventre. Et si vous voyez, moi j'ai beaucoup traduit, ça fait depuis 1970 à peu près, donc ça fait, oh là là, ça fait 40 ans. Le français vous dit, mon petit vieux, tu fais ça sans moi. Tu te débrouilles. Tandis que l'allemand dit, viens, allez, j'ai toujours des ressources pour toi. Mais elles sont fausses. C'est trop beau pour être vrai. Et en français, c'est trop vrai pour être beau, si je puis dire. C'est très difficile de traduire en français. Le français est une langue résistante, une langue terrible, qui ne vous fait aucun cadeau. C'est terrifiant, c'est une langue extraordinaire. Cette langue qui est vraiment prodigieusement centrée. Il n'y a rien n'est au hasard en français. Et en allemand, vous baladez un peu comme vous voulez. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Je ne veux pas rentrer dans une vieille querelle, celle de la philosophie allemande, qui était, après Kant, une catastrophe internationale. J'essaye de rester le plus près possible. Le rythme, les langues fonctionnent tout à fait différemment. L'allemand repose sur les fortes et les faibles, sur un espèce de rythme très très fort que le français n'a pas. Je rappelle toujours cette anecdote, je me suis fait mettre à la porte par un professeur de la Sorbonne il y a très très longtemps à cause d'un vers célèbre qu'aucun français ne dirait jamais dans la respiration à deux bien fait, prendre de l'air et s'en décharger. C'est-à-dire que le rythme de l'allemand est si différent que vous ne pouvez pas rendre la sonorité. Mais vous pouvez tenter de forcer le français à sortir de ses propres sentiers battus. Alors ça, c'est ce que j'ai plusieurs fois essayé de faire. Aujourd'hui, ça plaît beaucoup moins, les éditeurs... Il y a une période magnifique, en 30 ans, où le traducteur pouvait enfin traduire. Et le jeune traducteur, qui s'appelle Olivier Lelay, a fait ça de manière absolument admirable dans sa traduction de Dublin, le Berlin Alexanderplatz, qui est une traduction qui repose sur ce principe de tant pis pour la langue française. Il faut la contraindre à prendre des chemins inhabituels. Et comme l'auteur que je traduis, Handke, me le disait souvent, il faut que ce soit étrange, mais jamais étranger. C'est ça, c'est-à-dire forcer la langue française sans jamais la violer, si vous voulez. Elle ne doit jamais prendre des chemins qui ne lui sont pas naturels. Et Dieu sait qu'il y a eu en français des gens qui ont fait prendre Antonin Artaud, Céline, tant d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite, qui ont absolument fait prendre à la langue française des chemins divergents. C'est ça qu'il faut faire. Quand c'est nécessaire, évidemment. Mais le rythme, ça c'est un problème très... la musicalité de la langue n'est pas la même. S'il n'y a plus aucune question, on va peut-être s'arrêter là. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour votre attention. Quand je reprends un petit peu la langue, par exemple, l'espagnol, je comprends un petit peu, mais pas suffisamment de l'attraction des sons. Et du coup, je suis complètement partagée entre les deux. Du coup, je suis plus comprendre mon parce que je suis troublée. Au revoir.